fait, la posturologie, c'est aller étudier les différents capteurs posturaux, qui peuvent être les pieds, les yeux, la bouche, l'oreille interne, entre autres, et d'aller déceler s'il y a un petit déséquilibre qui peut engendrer en fait un retentissement sur tout le corps, quoi. Donc en général, une reprogrammation posturale, c'est 5 mois à peu près, 5-6 mois. Donc tu vas avoir des effets à partir d'un mois, 3 mois et 5 mois. Mais vraiment, avant d'avoir vraiment finalisé ton traitement, c'est 5-6 mois. D'avoir vraiment cet état d'esprit où tu te dis en fait, bah écoute, chacun a sa spécialité. Et moi, je suis pas capable de faire la spécialité de l'autre, donc je fais confiance les yeux fermés à mon copain. Tu vois, de dire, écoute, moi, j'ai ma partie, c'est celle-là, je la fais comme il faut. Lui, sa partie, c'est ça, il l'a fait correctement. Elle, c'est ça, lui, c'est ça. Et le tout fait que on va y arriver ensemble. Tu peux pas t'octroyer, en fait, tu vois, la réussite du traitement, quoi. C'est le fait d'avoir mené à bien tout ça et tous ensemble qui fait que tu as réussi, quoi. Donc, en fait, la posturo, c'est ça, c'est un peu une victoire en équipe quand ça marche. Donc, JM, première question, est-ce que tu peux te présenter pour les futurs auditeurs, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Jean-Manuel Keranguelen, je suis à la base kiné du sport. Après, j'ai fait des études d'ostéopathie et ça fait presque 7-8 ans que je fais de la posturologie clinique. Et je travaille essentiellement en libéral. Là, je suis affilié à la All In Tennis Academy aussi et je suis plusieurs équipes de basket et le team élite de Lyon Natation. Donc voilà. Donc, je les suis là. Ma pratique, elle est orientée vraiment maintenant vers l'ostéopathie. Je fais plus du tout de kiné du sport, de l'ostéopathie et des bilans posturaux et voilà, et un accompagnement postural en fait, essentiellement. Donc à la base, ça touche, je touche tout le monde, mais beaucoup de sportifs de haut niveau. Voilà. Très bien. Pour la petite histoire, nous, on s'était rencontrés il y a déjà quelques années sur les bancs de l'université à Lyon. Toi, tu étais intervenu en tant que intervenant extérieur. Sur la kiné, il me semble, essentiellement. Et là, maintenant, du coup, tu as pris, on va dire, pas des chemins différents, mais tu t'es spécialisé et tu restes sur les deux autres casquettes. Pourquoi ce changement de corps de métier? Bah, tout simplement parce que c'est difficile de tout faire. Donc, si tu veux être spécialiste dans un domaine, il faut quand même essayer de plus ou moins rester dans ce domaine-là, sinon tu t'y perds, quoi. Donc là, je pouvais plus mener de front une activité de kiné du sport, des consultations d'ostéopathie et des bilans posturaux. L'ostéopathie et les bilans de posture, ça se corrèle parfaitement. Et donc, du coup, tu peux pratiquer les deux aisément. Euh, Après la kiné, c'était plus compliqué, quoi. Et puis, j'en avais fait un peu le tour aussi, donc du coup, ça m'intéressait moins. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis orienté légitimement vers ça. D'accord. Et au niveau des formations, donc à la base, tu as commenté sur la formation de kiné. Ensuite, tu as complété avec la formation d'ostéo et de posturo dans cet ordre-là. En fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai fait de la kiné, kiné du sport, et après, j'ai fait beaucoup de formations en kiné, déjà. Donc, j'ai fait énormément de formations en kiné du sport, que ce soit de l'isocinétisme, donc, ou de la pratique sur le terrain, ou tout ce qui va être travail manuel, neuroménager, du dry needling. Enfin, j'ai tourné quand même pas mal autour de tout ça. L'ostéopathie, j'y suis venu assez rapidement parce que quand tu t'occupes de sportifs, c'est quand même intéressant d'être fort au niveau de ta main, quoi. Donc, tu es quand même carrément obligé d'avoir cette double casquette. Et la posturo, j'y suis venu en fait, mais simple hasard, mais belle coïncidence, c'est que j'ai repris le cabinet d'un médecin qui était un des pionniers en posturo en France, qui travaillait au Milan AC pendant des années avec les footeux. Et du coup, lui, il m'a communiqué en fait ça, il m'a transmis en fait sa vision de la posturologie et il m'a appris, quoi. Il m'a mis sur le chemin avant de partir à la retraite. Donc lui, il m'a formé pendant 4 ans, tu vois.
j'ai eu la chance d'être accompagné en fait par un mentor, on va dire. Donc ça, c'est la belle histoire. Donc derrière, lui, il m'a mis sur les rails. J'ai fait d'autres formations après en posturo parce que c'est hyper complexe, très très compliqué et très long. Donc ça m'a permis aussi de voir d'autres choses, de voir d'autres manières de penser. Et puis j'ai été en contact aussi avec d'autres gens qui pratiquaient ça, quoi. Donc du coup, je me suis fait ma petite sauce et je continue d'avancer. En fait, en posturo, t'es jamais arrivé, quoi. Donc il faut toujours apprendre, t'apprends toujours des nouvelles choses. Et, voilà. Et donc, c'est super intéressant. Mhm. Donc, ça, si tu veux, ça m'a aidé, en fait. Enfin, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que ça m'a aidé à traiter alors, certaines pathologies que j'arrivais pas à traiter en ostéo ou en kiné. Tu vois? Des choses qui revenaient de manière assez fréquente, j'arrivais pas à les traiter. Donc là, ça m'a permis de passer un cap là-dessus. Alors, je dis pas tout, hein, mais ça m'a aidé à avoir encore un outil dans ma trousse, quoi, supplémentaire, pour être plus performant. Et à ce côté-là, et il y a aussi le côté d'arriver sur des athlètes qui n'ont pas forcément de pathologie, mais d'optimiser leur performance, quoi. Donc d'arriver à être meilleur, d'avoir un geste meilleur, une meilleure récupération, par exemple. Voilà. Donc, le hasard d'une rencontre, au final, qui a fait émerger ce parcours. Mais est-ce que toi, dans tes formations initiales, tu t'étais posé ces questions ou heurté à cette réflexion de me dire, enfin, je soigne un patient, j'agis sur un athlète, mais il me manque quelque chose, une vision globale, il me manque des leviers pour arriver à déceler d'autres problématiques. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, si tu veux, enfin, en résumé, vraiment en gros résumé, mais si on peut dire, la kiné, tu vas être local, quoi. C'est-à-dire que tu as un genou à rééduquer. Le but, c'est quand même d'être axé sur ton genou. Même si la tendance actuelle maintenant, c'est d'avoir une vision plus globale en kiné, et tant mieux. Mais la kiné, tu as vraiment cette vision locale. En ostéo, tu as déjà en fait une vision holistique et une vision globale. Donc en fait, ça, tu n'as pas besoin de la posturo pour avoir déjà cet état d'esprit-là. L'ostéopathie, c'est une vision globale. Tu prends le corps dans son ensemble. C'est-à-dire que si tu as une douleur au genou, c'est que tu peux avoir un problème au bassin, quoi, ou au pied. Donc, tu as déjà cette vision-là, quoi. Donc la posturo, c'est la continuité je dirais, du raisonnement ostéopathique, quoi. Tu vas aller plus en profondeur, quoi. Et tu vas aller chercher plus loin, plus profond, quoi. Ok, super. Bon, on a fait une première partie là sur les corps métiers. Avant de démarrer l'enregistrement, je te posais la question. Enfin, je sais c'est très courant de rencontrer dans des clubs ou dans des structures sportives des kinés. Il y en a quasiment toujours. Maintenant, un peu plus à tout niveau quasiment. Il y a quelquefois des ostéos et on voit que très rarement, voire jamais des posturologues ou des spécialistes de la posture. Est-ce que tu as une explication à ça? L'explication à ça, c'est que c'est compliqué. T'as pas beaucoup de gens qui savent faire. Et surtout, en fait, quand tu es posturo, il te faut un réseau de praticiens confirmés avec toi. Quand tu es posturologue, en fait, tu vas faire ton bilan postural, mais c'est pas toi qui vas rééduquer en fait les capteurs posturaux. Donc, si t'as pas des praticiens compétents, expérimentés, qui sont capables de rééduquer chaque capteur, en fait, ça sert à rien. Donc, t'as aucun résultat. Donc, en fait, le hic, je pense qu'il est là. C'est à savoir et réussir à se constituer une équipe de pros autour de toi. Et donc, ça, c'est rare. Hmm. Donc, en général, dans les clubs, si tu veux, les athlètes, il y en a beaucoup qui vont voir des posturaux, mais ils font ça en dehors du staff, quoi, en D'accord. général. Donc ça, Voilà. ça sera l'objet d'un futur podcast moi, que j'ai déjà prévu avec un collègue. J'en dis pas plus, mais cette recherche aussi de l'athlète de manière individuelle à essayer de s'autogérer et à de s'entourer
d'un micro-staff. D'un autre. Euh, Ouais. on se connaît, JN, depuis plusieurs années. Et toi, je sais que c'est ton cas de t'entourer d'un staff et d'avoir créé un réseau. Pour entrer un petit peu plus en profondeur, euh, est-ce que tu peux évoquer de manière assez simplifiée ou rentrer sur quelques détails les principes de posturaux et après on ira voir comment agir sur la vision, enfin, sur l'axe des yeux, sur l'axe des pieds, etc. Ouais. Le bilan postural, en fait, la posturologie, c'est aller étudier les différents capteurs posturaux, qui peuvent être les pieds, les yeux, la bouche, l'oreille interne, entre autres, et d'aller déceler s'il y a un petit déséquilibre qui peut engendrer en fait un retentissement sur tout le corps, quoi. Voilà. Pour être simple, c'est ça. Donc après, ce qui est dur, c'est de prioriser en fait les axes de traitement. Donc c'est d'aller prioriser la rééducation de tel ou tel capteur pour savoir celui qui a l'ascendant sur l'autre. Voilà. D'accord. Euh, D'expérience, est-ce que tu vois plus de problématiques au niveau des yeux, au niveau des pieds, au niveau des... on a traité une fois avec un ancien joueur. Il se reconnaîtra, je lui enverrai le podcast au niveau de la mâchoire, il me semble. Mhm. Est-ce que quel type d'entrée sensorielle, d'entrée posturale est la plus souvent, enfin, est présente de manière la plus récurrente? Ben, ça, en fait, c'est compliqué à dire, tu vois. Alors, la chose qui est sûre, c'est que au niveau médical et paramédical, c'est tout le temps les pieds, tu vois. C'est tout le temps la solution miracle, c'est les semelles. On fait des semelles, on fait des semelles, on fait des semelles, on fait des semelles. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça là dans la réalité, quoi. Tu t'aperçois qu'en fait, l'entrée podale, elle est pas du tout principale et prioritaire. Donc voilà. Après, chaque bilan est différent et c'est compliqué de dire que tu retrouves toujours la même chose. Justement, c'est ça il faut pas que tu tombes dans une espèce de récurrence de traitement. Donc non, les yeux, c'est souvent, la bouche, c'est souvent, la langue, c'est souvent, l'oreille interne, ça peut arriver. Euh, voilà, je vais pas te dire, dans 80% des cas, je retrouve telle ou telle chose, quoi. Ok. Prenons un cas un peu qui fera valeur d'exemple, même si c'est imagé. Voilà, Janine, 50 ans, qui a mal au niveau d'une hanche. D'où peuvent venir les problèmes et quelles explications tu peux en trouver, même si c'est imagé et que c'est une histoire inventée. Bah, en fait, tu prends le cas, tu imagines que Janine, elle a en fait une tendinopathie du moyen fessier, tu vois, chronique, qui passe pas avec des calcifications. Donc en fait, ça peut provenir en fait d'un capteur mandibulaire, par exemple. Donc tu peux avoir un problème occlusal, donc au niveau des dents. Tu peux avoir un problème donc de dimension verticale occlusale, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un déséquilibre de ta mandibule. Ça peut être un des premiers facteurs. Tu peux avoir un problème aussi d'équilibration musculaire oculaire. Et tu peux avoir associé une empreinte podale asymétrique avec un capteur podal positif, quoi. Donc, tu peux avoir une chaîne descendante, tu peux avoir une chaîne ascendante et tu peux avoir un conflit mixte qui viendra des deux. Et ça, c'est à toi de déterminer quel est l'axe de traitement pour pouvoir être le plus performant possible dans ta rééducation, quoi. D'accord. Donc, quand tu dis ascendante, c'est donc là, tu viens de parler du moyen fessier. Si c'est ascendant, c'est ce qui est au-dessus. Si descendant, c'est ce qui est en dessous, c'est ça? Alors, non, en fait, si tu as un conflit ascendant, ça veut dire qu'en fait, par exemple, son moyen fessier, il sera causé par un problème au niveau des pieds, par exemple, tu vois. Donc, on va dire que tu as, en rééduquant ses pieds, boum, tu vas gérer le problème. Si tu as un conflit, une chaîne descendante, c'est-à-dire que c'est plutôt au niveau de la bouche, tu vois, ou des yeux. Et si tu as un conflit mixte, c'est que tu vas avoir à traiter et la bouche, par exemple, ou les yeux, et ou les deux, plus les pieds. D'accord. OK? OK. Euh, Au niveau, ça m'avait, enfin, c'était
une des premières fois à l'époque que j'entendais l'intérêt et le lien qu'on pouvait avoir entre la mâchoire et la langue, des déséquilibres musculaires. Euh, quel lien on peut faire du coup entre un, un déficit, enfin un décalage de la mâchoire ou une asymétrie ou une mâchoire trop tendue quand on dort par rapport au reste du corps? Euh, j'ai pas bien saisi ta question là. Au fil à Ouais, moi. je l'ai sûrement mal formulé. Mm. Par rapport tu étais intervenu, tu m'avais orienté sur un joueur qui avait des, des blessures à répétition et on s'était Ok. intéressé à l'entrée au niveau de sa mâchoire. On l'avait orienté Donc, sur un port de gouttière. de gouttière, exactement. Donc, quel lien cette entrée au niveau de la mâchoire peut agir, enfin, Mm. quel lien on peut retrouver Ok. sur le reste du corps? Bah, en fait, si tu veux que ce soit la mâchoire ou les yeux, ça va avoir un lien sur la chaîne musculaire euh, en regard, quoi. Donc, tu vas peut-être avoir un problème de tension, soit sur la chaîne musculaire antérieure, soit sur la chaîne musculaire poste, donc sur un groupe musculaire en question. Donc, si tu as une mâchoire qui est décalée, tu vas peut-être avoir, ou une langue en propulsion, tu vas avoir une tension sur tout le plancher antérieur, donc sur tes scalènes, sur ton diaphragme, sur tes psoas. Donc, tu vas modifier l'équilibre biomécanique, en fait, et le centre de gravité de ton patient. Voilà. Hmm. Mais au final, c'est malheureusement des choses dont on pense, enfin, auxquelles on pense pas souvent, voire jamais, sauf si on est entouré d'un d'un posturo. Mais ces problèmes, que ce soit enfin, posturaux, de la mâchoire, des yeux, des pieds, toutes ces entrées sensorielles, elles peuvent causer des réels torts sur la performance d'un sportif et peuvent engendrer des grosses blessures, quoi, parfois chroniques. Exactement. C'est-à-dire que ça va pouvoir engendrer bah, un déséquilibre de tension musculaire, en fait. Donc, tu vas te retrouver, en fait, ton système mécanique, quoi, ton système biomécanique, qui est un système de tension en équilibre, eh ben, il va se retrouver avec des tensions déséquilibrées. Donc, forcément, tu vas te retrouver avec des conflits sur certaines zones de ton corps. Donc, tu vas pouvoir avoir déclenché bah, des tendinopathies, des lésions musculaires à répétition. Euh, Tu vas pouvoir déclencher des discopathies, tu vois, enfin, tout genre de pathologies, quoi, en fait. Bien sûr. Ouais. Et les fascias, là-dedans, enfin, on sait tous les liens qu'il existe entre toutes les chaînes musculaires. Euh, les fascias, ils peuvent jouer aussi un lien enfin, sûrement tissulaire et circulatoire par rapport à certaines pathos. Est-ce que toi, tu agis directement sur des problèmes de fascia ou est-ce que tu orientes chez un fasciathérapeute ou autre? Le fascia, en fait, alors ça, moi, je le traite à fond. Si tu veux, moi, je le traite. Le fascia, tout est fascia dans le corps, en fait. Donc, le fascia, c'est pas juste une enveloppe tissulaire, tout est fascia dans le corps. Et ça, j'ai eu la chance moi, de rencontrer Serge Paoletti, qui est vraiment un, un anatomiste, si tu veux, qui a étudié le fascia et qui a écrit un gros livre là-dessus et qui fait des formations là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer et de faire plein de formations avec lui, passionnant. Et du coup, je le traite. Moi, ça, je traite les fascias, c'est clair. Il n'y a pas de. J'en vois personne, quoi. Je fais moi. D'accord. Mais ça a une part importante dans mon traitement, ça, c'est sûr. D'accord. Et c'est plutôt dans mon traitement ostéopathique, tu vois, que ça rentre en ligne de compte, ça. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux refaire un rappel, parce que c'est moi qui ai lancé le sujet, mais faire un rappel rapide sur ce que sont les fascias et quels intérêts ils ont sur l'ensemble du corps? Le fascia, en fait, c'est tout, quoi. Tu vois, ça va être à la fois un tissu fibreux, comme ça va être de l'os, tout est constitué de fascia. Donc, en fait, tout bouge dans le corps.
Donc, en fait, pour faire simple, là où tu vas avoir une restriction de mobilité, il va y avoir un problème en dessous ou en dessus. Donc, en fait, le but, c'est de redonner de la mobilité à ce qui bouge pas. Voilà. Que ce soit du tissu conjonctif, que ce soit une articulation, tout ce que tu veux, quoi. Tout est fascial, donc tout doit bouger comme il faut et tout doit respirer normalement. Voilà. D'accord. Et nous, en tant que prépa physique, parfois on utilise les techniques de rouleau d'automassage pour certaines orientations, c'est valable sur différents courants de pensée. Alors la diminution des courbatures, etc. On peut agir aussi sur les fascias avec ce type de méthode, ou est-ce qu'il faut des techniques plus poussées? Bah, avec ces techniques-là, tu vas quand même agir sur le tissu conjonctif, c'est sûr, quoi. Donc, tu vas aller redonner de la mobilité tissulaire. Donc, en fait, bien sûr que tu peux agir avec ça, tu vois. C'est, mais par contre, tu vas peut-être pas avoir accès à toutes les zones. Donc, oui, si tu t'en sers pour aller récupérer de la mobilité sur un ischio, sur un TFL, sur des jumeaux, ça, c'est avec ce rouleau, c'est parfait, quoi. Par contre, si tu veux aller récupérer de la mobilité à l'intérieur de ta scapula, tu vois, ou des endroits un peu sur le cou, ça va être plus compliqué avec le rouleau, quoi. Ok. Donc, en fait, il faut plusieurs techniques. Mais ça, oui, c'est une des techniques, en effet, pour aller travailler sur le fascia. Ok. Je reviens sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure au niveau podal, parce que je t'ai parlé plutôt de la mâchoire et des yeux, mais au niveau podal, euh, est-ce que tu... Donc, tu as parlé des semelles qui étaient sûrement trop utilisées voire mal utilisées chez certains sportifs. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Alors, en fait, c'est pas que chez les sportifs. Les semelles, elles sont utilisées de manière récurrente chez tout le monde, en fait. Tu vois? Et déjà, il y a plusieurs types de semelles. Tu as les semelles correctrices, et, par exemple, et les semelles proprioceptives. En général, tu vas chez le médecin, tu as mal au dos, boum, on te fait des semelles. Euh, tu as une scoliose, boum, on te fait des semelles. Si tu veux, on cherche pas à comprendre en fait d'où vient vraiment le problème. Donc, qu'est-ce qui va générer en fait ce déséquilibre de tension des chaînes musculaires? Donc, c'est souvent, boum, c'est le pied, quoi. On fait des semelles et qui plus est des semelles correctrices, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à corriger ton pied pour le rendre on va dire, biomécaniquement normal, quoi, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'en corrigeant, en fait, ton pied, ben, tu vas avoir une répercussion sur tout le corps. Et donc, tu vas créer d'autres problèmes ailleurs. Voilà. Parce que le pied n'est pas toujours causal. Et il est souvent considéré comme causal. Donc là est le D'accord. problème. Le pied, c'est intéressant d'aller stimuler certaines zones de ton pied avec des semelles proprioceptives pour pouvoir redonner une information qui va permettre à ton bassin de se rééquilibrer, euh, par exemple, tu vois. Mais de là à corriger le pied, si le pied il s'est mis dans un sens, c'est que il a besoin de se mettre dans ce sens-là, quoi. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément qu'il est pathologique et que tout part de lui. Voilà. Mm. Et tu parles de semelles proprioceptives ou correctrices. Est-ce que c'est la même chose que les semelles de reprogrammation posturale? Les semelles Par exemple, proprioceptives? tu vois, les semelles proprioceptives, c'est ça, c'est des petites semelles en fait avec des petits capteurs que tu vas pouvoir mettre, quoi, des coins sous-scaphoïdiens, des barres rétrocapitales, juste pour aller informer le corps. Mais tu ne corriges pas, euh, tu mets pas de cale en fait, tu vois. On va dire que la semelle correctrice, c'est vraiment comme si tu mettais une canne en fait au corps, quoi, tu vois. Tu imposes une position à ton pied. Hmm. Alors que les semelles proprioceptives, c'est plus tu mets sur la voie, en fait. Tu, euh, tu le stimules. Et est-ce ces semelles proprioceptives, elles doivent se garder la nuit aussi pour envoyer un maximum d'informations au corps?
Non, en fait, les semelles proprio, si tu veux, tu les mets environ une dizaine d'heures par jour quand tu es debout et quand tu marches. Même quand tu fais du sport, c'est compliqué de les porter, en fait. Donc, c'est bien vraiment au quotidien, quoi, on va dire. D'accord. Voilà. Et par contre, vu que ça, c'est juste un principe de renvoyer des bonnes informations au corps, de le reprogrammer. Le pied n'est pas forcément obligé d'être en contact avec le sol. Ça peut être mis, enfin, du moins à l'arrêt quand on est au bureau ou autre. Ouais, mais ici, ton pied, il est au sol, quoi, tu vois. Il faut que tu sois quand même en appui. D'accord. Voilà. Et au niveau de la mâchoire, euh, on, on demande, on demande de porter des gouttières la nuit. Est-ce que c'est aussi le cas sur un certain nombre d'heures dans la journée ou est-ce que par contrainte, c'est trop compliqué de manière sociale? Alors ça, c'est une super bonne question. C'est clair qu'en fait, tu vois, pour les gens ont pour habitude en fait de se faire confectionner des gouttières qui ne portent que la nuit. Euh, Déjà, la gouttière, en fait, il y a plusieurs choses. La gouttière, c'est hyper important qu'elle soit faite mandibulaire, c'est-à-dire vraiment sur la mâchoire. Les gouttières que tu fais au niveau du maxillaire, on n'en fait plus quoi. Enfin, c'est pas possible. En fait, la gouttière, elle va te bloquer en fait les dents. Donc, sur une articulation libre qui est la mandibule, il n'y a pas de problème et pas de répercussion sur le reste. Par contre, si tu bloques le maxillaire, c'est-à-dire les dents du haut, tu vas avoir une répercussion en fait sur le mouvement du palais, sur le drainage en fait plus haut du maxillaire et du malaire, et tu vas avoir une répercussion et un blocage en fait crânien et occipital, cervico-occipital. Donc du coup déjà il y a la manière dont tu réalises cette gouttière qui est hyper importante. Ensuite il faut la réaliser donc sur mesure chez un dentiste, mais il faut calculer la dimension verticale occlusale, c'est-à-dire en fait il faut respecter l'écart entre les dents du haut et du bas et redonner euh, ce bon équilibre. Donc ça, c'est un travail que tu vas faire en symbiose avec le dentiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un calcul biomécanique pour redonner de la fonctionnalité à ta ATM, mais il y a aussi un calcul crânien. Donc ça, c'est vraiment c'est un travail corrélé entre l'ostéopathe et le dentiste pour réaliser une bonne gouttière. Ça, c'est hyper rare. Il y a quasi personne qui le fait. Ensuite, la gouttière, si tu as, si t'as vraiment une mandibule à régler euh, ou apporter une correction au niveau de l'équilibrage dentaire, ta gouttière, il faut que tu la portes 24 heures sur 24. Donc en fait, tu l'enlèves que pour manger, c'est tout. Et maintenant, les dentistes, ils te font, enfin certains dentistes spécialisés te font des gouttières qui sont inodores, incolores, quoi. Elles sont toutes fines et tout, donc tu peux les porter toute la journée euh, sans que ce soit galère. Voilà. Tu vas zozoter peut-être un jour ou deux, mais après, ça se voit pas. Donc, tu peux tout à fait la porter toute la journée. D'accord. Et quel est le délai moyen pour voir des premières adaptations? Est-ce que généralement, alors on a parlé des semelles proprioceptives, on a parlé de ces gouttières-là, on peut même remonter jusqu'à l'axe des yeux, parce que si on utilise des outils pour les pieds, pour la mandibule, est-ce qu'on utilise aussi des outils pour les yeux en portant des lunettes? Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un délai d'adaptation physiologique qui serait d'un mois, de 3 mois, de 6 mois? Ça, en fait, c'est en effet. Alors, tu vas avoir les yeux, ta rééducation orthoptique, ça prend quand même un peu de temps, quoi. Donc, pour se mettre en place. Donc, en général, c'est vrai qu'il faut à peu près 3 mois pour commencer vraiment à avoir des effets, quoi. Euh, En fait, les effets, si tu veux, moi, je les vois sur le tissu. C'est-à-dire qu'en fait, je note par exemple des tensions et je me dis, tiens, au bout d'un mois, on fait un contrôle, au bout de 3 mois, on fait un contrôle et je vois en fait si j'ai retrouvé de la mobilité tissulaire et fonctionnelle sur les articulations. Donc, en général, une reprogrammation posturale, c'est 5 mois à peu près, 5-6 mois.
Donc, tu vas avoir des effets à partir d'un mois, 3 mois et 5 mois. Mais vraiment, avant d'avoir vraiment finalisé ton traitement, c'est 5-6 mois, quoi, en moyenne. D'accord. Très bien. Le temps que le corps, il se réadapte, en fait, si tu veux. Voilà. Bah ouais, parce que c'est sûr que c'est pas un. Là, on parle du sensoriel, donc c'est quand même des choses qui vont nécessiter une adaptation de l'individu aussi, hein, voilà, en tant que tel, et qui vont pas se faire sur une seule séance ou Non, il avec le faut corps. du temps, en fait. Tu peux pas. Il faut du temps. Il faut que le corps, il se réadapte. Donc, tu lui envoies de nouvelles informations. Il faut qu'il les traite. Il faut qu'il les assimile et il faut qu'il les restitue. Donc, en fait, ça se fait pas en un coup de baguette magique. Et le but, c'est pas non plus que ça se passe trop vite. Il faut, si tu veux que ton corps il ait le temps d'assimiler tout ça et de bien enregistrer, il faut lui laisser le temps. Mm. Donc, c'est pour ça que tu vois, par exemple, sur les sportifs de haut niveau, là, on est en train de faire ça on fait ça en début de saison, en fait. On fait des bilans de posture en pré-saison. On met en place le tout et, euh, et on se donne à peu près une saison pour avoir des résultats. C'est-à-dire qu'on lance le travail sur une saison et on compte pas avoir de résultats sur cette saison-là, quoi. Voilà. Bien sûr, je comprends. C'est intéressant et je me pose la question que, que, que tu as dû sûrement te faire forcément en tant que spécialiste. C'est voilà, quelqu'un ou un nouveau joueur ou une personne que tu n'as jamais vue qui arrive et qui a des problèmes sûrement depuis plusieurs années qui se sont installés. Tu lui fais un bilan et au final, tu t'aperçois qu'il y a pas mal de choses à régler. Euh, Est-ce que dans cette phase d'adaptation de 5-6 mois, euh, entre guillemets, on se risque à davantage de blessures ou de pathos qui vont être des pathos entre guillemets, adaptatifs pour remettre le corps sur de bons rails ou pas forcément? Ça, c'est une super question. Et du coup, en fait, non, il n'y a pas forcément de blessure inhérente à ça. En fait, tu vas réactiver le corps dans le bon sens. Donc, en fait, il y a aucune raison que ça déclenche d'autres soucis. Par contre, c'est clair que les athlètes de haut niveau, par rapport aux personnes lambda, ils connaissent leur corps à la perfection et le moindre réglage que tu fais, ils le sentent. Donc, en fait, eux, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils vont sentir tout ce qui va se passer sur leur corps. Donc, ils vont te faire suivre l'évolution. C'est eux qui vont te dire, oh, ben, tiens, là, je sens que sur ça, je suis mieux. Ou, ah, ben, tiens, ça, en effet, là, tu vois, ça m'a déclenché ça ou ça. Mais il n'y aura pas de il y aura pas de pathologie inhérente à ça, en fait. Tu vas régler et de toute façon, tu accompagnes, en fait, ton joueur ou ta joueuse le temps de cette réadaptation. Donc, toi aussi, tu vas traiter et corriger, en fait, pour accompagner le traitement. Hmm, d'accord. Et un, un joueur ou une joueuse à qui on propose ces solutions voilà, correctrices et adaptatives sur une demi-saison. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent du coup de voir apparaître certaines peut-être douleurs ou petites gênes voilà, ou des zones qui se réveillent qui étaient sûrement endormies. Tu n'auras pas ça, en fait. Franchement, il y aura pas de pépin, en fait. D'ailleurs que ça va plutôt, en fait, vu qu'il va y avoir un accompagnement pluridisciplinaire là-dedans, tu vas normalement aller vers que du mieux. C'est-à-dire que le joueur, il va plutôt te dire, franchement, bah, tiens, je t'en ai pas parlé, mais j'avais une tension dans la hanche, mais en fait, je l'ai plus. Tu vois? Ça va être plutôt ça, plutôt dans ce sens-là, que plutôt, ah ben tiens, ça m'a déclenché une douleur dans la fesse. Ok. Donc ça va vraiment aller dans le sens plutôt, plutôt mieux, tu vois. Il va te dire, ah ben tiens, ça m'a plutôt fait ça, tiens, là, j'avais cette sensation-là, là, je l'ai plus. Euh, et toi, tu vas accompagner. En fait, si tu veux, le préparateur physique va pouvoir travailler sur d'autres choses,
sur lesquels il ne pouvait pas travailler avec un réel résultat. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment avancer. Le kiné, il va l'accompagner aussi et pareil, il va pouvoir être plus efficace et avoir moins toujours la même chose sous les doigts. Donc en fait, il n'y a pas de risque en fait, si tu veux, qu'un traitement postural te déclenche des pathologies, quoi. Ok. Tu vois? Ouais, c'est clair. Euh, on a parlé de cette phase d'adaptation avec parfois certains outils ou des corps de métier qui vont aider, avec lesquels il va falloir s'entourer. Est-ce que, maintenant je parle de la fin de phase d'adaptation, est-ce que c'est quelque chose où on enlève à la fin tous les outils, au bout de 6 mois, on se dit, bon, ben, c'est bon, on a fini, on enlève tout? Ou est-ce qu'il faut garder un rappel un peu plus long pour s'assurer en fait que ces adaptations sont faites, que les entrées sensorielles soient bonnes et que, entre guillemets, les anciens problèmes ne reviennent pas? Ça dépend des gens, en fait. Tu en as, au bout de 4-5 mois, l'affaire, elle est pliée. Boum, RAS, t'enlèves tout, tu passes à autre chose. T'en as d'autres, c'est plus long. En fait, on est tous différents. Donc, en fait, ça dépend vraiment des gens. Ça, il n'y a pas vraiment de règle. Tu vas avoir des athlètes chez qui, pouf, ça va passer crème et rapidement, c'est fait, t'as pas besoin d'y revenir. Il y en a d'autres, en fait, ça va s'inscrire plus longtemps dans le temps. Donc, ça va peut-être durer 1 an, 2 ans. Et il y en a d'autres, tu vas devoir y revenir assez régulièrement. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des gens, ça. Ok. C'est super. Toi qui cours et sur des distances plus ou moins longues, est-ce que tu as eu à faire, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu t'es découvert certaines problématiques que tu as dû régler par cette voie-là? Exactement. Moi, si tu veux, enfin, c'était avant de commencer à courir. Moi, j'avais des gros problèmes de dos. Tu vois, je jouais pas mal au tennis. J'ai fait de l'escrime pendant très longtemps. Donc, du coup, j'avais des douleurs lombaires assez conséquentes. Et en fait, si tu veux, moi, c'est là où j'ai rencontré, tu sais, la personne qui m'a formé. En fait, c'est lui qui m'a traité comme ça. C'est-à-dire que j'ai pourtant, entre la kiné du sport, l'ostéopathie, je peux te dire que j'ai fait pas mal de choses pour ça. Et je retombais toujours dans mes travers. Et lui, lui, il m'a sorti de tout ça, quoi. Lui, il m'a sorti de tout ça. Et du coup, là, c'est clair, je fais des marathons, je fais des choses auxquelles j'aurais pas pensé, tu vois, il y a quelques années, quoi. Hmm. Donc, Ok. voilà. C'est pour ça aussi, tu veux, que ça m'a confirmé que ça allait dans le bon sens, quoi, Ok. ces Super. traitements-là. Super. Euh, Autre question sur un autre sujet. Quelle est la chose, ou du moins la dernière chose que tu as découvert dans ce monde-là de santé et quelle est cette chose qui te passionne, que tu découvert récemment? Écoute, ben, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est jamais la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours un traitement avec des résultats qui sont différents. Donc, en fait, ça t'oblige quand même à être tout le temps, t'es tout le temps concentré enfin, tu vas tout le temps aller voir des choses différentes. Donc, ça te maintient, c'est bien, quoi. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, tu vois. C'est de voir des choses différentes tous les jours, quoi. Voilà. D'accord. Ça t'évite de tomber dans une routine de soins, en fait. À Et la fois ça, pour moi, c'est important. la complexité des interventions et les différents résultats que cela peut amener avec les délais variables aussi. Après, ce qui est génial aussi, si tu veux, c'est d'avoir vraiment cet attrait pluridisciplinaire. C'est-à-dire de te dire que toi, tu vas trouver des choses, mais que tu as besoin des copains pour y arriver, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu échanges avec tes partenaires. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles ensemble.
et que tu aies vraiment un réel esprit d'équipe et de staff, si tu veux, vraiment autour du joueur, quoi. Chose qui est compliquée, en fait, quoi. Je trouve que, si tu veux, quand tu regardes vraiment de l'intérieur, c'est pas souvent le cas, tu vois. D'avoir vraiment cet état d'esprit où tu te dis, en fait, bah, écoute, chacun a sa spécialité. Et moi, je suis pas capable de faire la spécialité de l'autre, donc je fais confiance les yeux fermés à mon copain, tu vois. De dire, écoute, moi, j'ai ma partie, c'est celle-là, je la fais comme il faut. Lui, sa partie, c'est ça, il l'a fait correctement. Elle, c'est ça, lui, c'est ça. Et le tout fait que on va y arriver ensemble. Et ça, c'est génial, quoi, parce que du coup, et d'une, c'est un truc collectif. Et deux, passionnant, parce que du coup, tu es obligé de t'intéresser à toutes les spécialités avec les gens avec qui tu bosses. Et donc, tu apprends, en fait. Tu apprends tous les jours, quoi. Tu apprends tous les jours. Tous les jours, tu vas apprendre sur, bah, tiens, le dentiste, il va te montrer d'autres choses bah, que tu connais pas, donc tu vas apprendre. Le prépa physique, il va te montrer d'autres trucs. Boum, ah ouais, ça, tu connaissais pas, mais hop, le kiné, l'orthophoniste, l'orthodontiste, l'orthoptiste, enfin, tu corrèles tout ça. Et ça, je trouve que c'est quand même assez passionnant, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord. Tu viens à l'instant du coup de répondre à ma prochaine question, qui était voilà, pour donner un ordre d'idée aux gens, avec combien de professionnels de santé tu travailles et voilà, quel staff, quelle cellule forme entre guillemets tous les gens avec qui tu peux bosser. Mais tu viens de citer quelques métiers. Bah, il y en a plusieurs, si tu veux. En fait, le staff avec qui je bosse, moi, par exemple, le plus souvent, c'est dentiste, orthodontiste, orthophoniste, podologue, orthoptiste, médecin ORL, médecin du sport, préparateur physique, kiné, donc On est déjà quasiment à 10 quoi. ophtalmo, tu vois. Tout ça, kiné vestibulaire. En fait, t'as beaucoup de professionnels, tu vois, à avoir avec toi, quand même, hein. Ça fait quand même. Et ça, en fait, si t'as pas les bonnes personnes avec toi, ça sert à rien de faire de la posture. C'est pas possible, en fait. C'est, euh, Bien sûr. Là, c'est vraiment une spécialité qui dépend d'un ensemble de professionnels qui vont travailler ensemble. Donc, si tu n'arrives pas, déjà, si tu n'as pas ce réseau-là, c'est mort. Si tu ne connais pas les gens avec qui tu travailles, c'est mort. Et s'il n'y a pas vraiment ce travail d'équipe qui est réalisé, c'est mort. Donc, ça fait beaucoup de choses à réunir pour avoir un résultat. Et c'est ça qui est hyper complexe. Mais Complexe et c'est à la ça qui est fois aussi Ah bah oui, c'est hyper riche, quoi. hyper riche, hyper intéressant et voilà, ça appelle au devoir d'humilité en même temps parce qu'à tort, Ah bah, enfin, à fond. on se rend compte que je parle voilà, de manière générale, hein, sans citer personne, mais on a souvent tendance à s'approprier le truc dans le sens on a un joueur blessé, une athlète blessée, un patient quelconque euh, et on veut s'octroyer le truc de se dire bon, mais j'ai réussi à le soigner, à le guérir tout seul. Chose qui est pas possible dans la plupart des cas et de s'entourer voilà, de toute une cellule comme ça pour en tirer le meilleur de chaque athlète, c'est hyper intéressant et je trouve passionnant. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tout seul, c'est pas compliqué, t'es rien. Tu vois, enfin, ouais, en fait, c'est vraiment, en fait, tout seul, tu peux rien faire. Tu vas pas réussir à sauver tout le monde. T'es pas infaillible, t'es pas le meilleur. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment l'association de plusieurs thérapies qui vont faire que tu vas réussir. Et vu que rien n'est quantifiable sur le moment, euh, tu peux pas t'octroyer, en fait, tu vois, la réussite du traitement, quoi. C'est le fait d'avoir mené à bien tout ça et tous ensemble qui fait que tu as réussi, quoi. Donc, en fait, la posturo, c'est ça, c'est un peu une victoire en équipe quand ça marche, tu vois. Et c'est ça qui est bon, quoi. Franchement, c'est ça qui est bon. Tout seul, quand tu vois le nombre de spécialités que ça réunit, comment tu veux, en fait, qu'une seule personne arrive à traiter quelqu'un, en fait. C'est ça, quoi. Au final, ça t'apprend aussi à relativiser sur les choses, quoi. Tu te dis, ouais, quelle est la personne qui est capable à elle toute seule de faire des miracles, tu vois. Ça n'existe pas encore, quoi. Enfin, même s'il y en a certains qui pensent, moi, j'ai du mal, quoi. Mm, mm.
Ouais, c'est top, je suis complètement d'accord avec Voilà. toi. J'ai quelques petites questions pour finir, si tu peux y répondre voilà, de manière la plus franche possible et rapide pour celles qui sont des questions courtes. Tu as parlé au tout début d'un mentor, j'avais une question d'ailleurs, tu vois, à la fin, je ne suis pas revenu volontairement dessus. Est-ce que tu avais des mentors, des gens qui t'avaient inspiré sur des sujets qui t'aident à te construire et sur lesquels tu t'appuies encore aujourd'hui? Donc, tu as parlé d'une rencontre au départ et d'un mentor. Est-ce que tu peux le citer? Est-ce que... Voilà. C'est le docteur Patrick Joly, en fait. Donc, lui, il a fait pas mal d'études sur la posturo. Sa femme était une des orthophonistes pionnières en France qui a initié la méthode Feldenkrais, c'est-à-dire une méthode de rééquilibration des chaînes musculaires. Lui, il a créé en fait la première consultation pluridisciplinaire à Lyon dans le service d'odontologie. Donc justement, où ils ont commencé, si tu veux, il a commencé à réunir plusieurs praticiens et professionnels de santé autour du patient euh, et à gérer en fait tous ces problèmes de posturaux, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est quelqu'un qui m'a vraiment énormément apporté, étant donné qu'il était un peu l'initiateur de tout ça, si tu veux, c'est lui qui m'a vraiment communiqué cette expertise-là, euh, comment m'entourer et de qui m'entourer, tu vois. Bien sûr. Et ouais, ça c'est génial, quoi. Après, je te dis, c'est vrai que il a su me piquer au vif, tu vois, et m'interloquer, me faire poser les bonnes questions. Voilà, c'est une belle rencontre, quoi. Si tu veux, j'en ai rencontré quand même beaucoup de gens, parce que je me forme quand même beaucoup, tu vois. Ça a toujours été mon point d'honneur de toujours faire des formations pour toujours apprendre. Tu as toujours des choses à apprendre, rencontrer des gens différents et tout. Mais lui, ouais, lui, il m'a touché au vif, quoi. C'est-à-dire que je l'ai trouvé hyper humble et hyper compétent, quoi. Tu vois, on va chercher vraiment le pourquoi du comment. Enfin, c'est un discours qui m'a parlé, quoi, surtout. C'est plutôt que d'être dans le traitement conventionnel, je dirais, de tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est-à-dire la médecine d'aujourd'hui, c'est on protocolise les choses pour tout le monde pareil, toujours la même chose, et on cherche pas vraiment à comprendre. Ben, là, c'est le contraire de tout ça, quoi. C'est un peu un retour à la médecine d'avant, quoi, où tu vas vraiment aller chercher le pourquoi du comment. Chacun est unique et chacun est un cas, quoi, à part. Donc, chacun a un traitement qui lui correspond, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Et pour moi, c'est ça la médecine, en fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est de la science, mais c'est d'aller chercher, c'est que chacun est différent et on essaye de trouver un traitement adapté pour chaque personne. Ouais, bien sûr. Et comme, comme l'humain est complexe, on a beau avoir parfois des études. Il y a un tas de traitements qui sont encore inexploités et sur lesquels la diversité des interventions permet d'agir positivement, quoi. Mm. Voilà. Après, c'est ça, il faut se baser aussi sur les études, mais t'as, t'as pas que ça, quoi. Les protocoles, moi, si tu veux, j'ai du mal, même en posturo, tu vois, tu as beaucoup de formations en posturologie où c'est très protocolisé, quoi. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même traitement. On fait des semelles, on rééduque les yeux, boum, c'est comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai du mal avec ça, quoi. Franchement, la posturologie, c'est une discipline trop complexe pour la simplifier à ce point. Voilà. Et ça, c'est ce que lui, il m'a appris, tu vois. Et je le remercie pour ça. Voilà. C'est-à-dire de dire qu'en fait, tu es un grain de sable dans tout ça et que reste à ta place, cherche et, et avance petit à petit et nourris-toi d'aussi de ce que te donnent les autres. Mais cherche pas à en faire un protocole généralisé parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ouais. C'est un beau message et je pense que ça va parler à pas mal de monde. Enfin, du moins, j'espère. Moi, ça me parle. Si tu avais trois, trois sources d'informations, que ce soit livres, podcasts ou autres, ou de divertissement qui t'ont marqué, quels seraient-ils? Les livres qui m'ont marqué sur la posturologie, tu veux dire? Posturologie ou autre? Tes livres.
Ben, écoute, il y a le fascia en fait de Serge Paolotti. Ça, c'est un bouquin qui m'a marqué. C'est vraiment un bouquin enfin, qui m'a vraiment fait bien halluciner. Hyper enfin, basé scientifiquement, donc c'est vraiment de l'anatomie pure et de la biomécanique. Et c'est vraiment aller au fond des choses, quoi. C'est surtout le livre qui m'a le plus marqué. En posturo, franchement, j'en ai lu pas mal. Euh, Il n'y a rien qui m'a vraiment. Non, j'ai pas de retour à te faire là-dessus. Le livre qui m'a marqué vraiment et qui m'a aidé à avancer sur le reste, c'est le livre de Serge, quoi. Voilà. Ok. Ben, un livre que je crois, qui je crois est dans ma liste numérique de livres à acheter ou à Oh. lire. Donc, c'est top que tu le cites à nouveau. Si tu avais un nom ou une profession que tu aimerais entendre dans les futurs épisodes du podcast, est-ce que tu pourrais m'en donner un nom ou une profession? Alors, une profession et à l'unanimité, un dentiste. Ah ouais, là, je vais te dire s'il y a bien quelqu'un qui est pour moi hyper important dans le staff autour du sportif, c'est le dentiste. Voilà. Mais le vrai dentiste, hein. Super, bon, bah, écoute, on en discutera plus tard en off, mais super, je note cette idée pour la suite. Si tu avais un ou deux conseils rapides à transmettre au plus grand nombre, ça serait quoi? Par rapport à la posturo, tu veux dire? À la posturo ou dans son ensemble pour pour stimuler les masses. Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu as une pathologie chronique ou une gêne persistante quelque part, faut pas baisser les bras et il faut toujours aller chercher une solution qui pourra améliorer les choses. Et malgré tout ce qu'on va pouvoir te dire, il y a toujours des solutions à trouver. Alors, certes, tu n'arriveras peut-être pas à éradiquer complètement le problème, mais l'améliorer pour qu'elle ne nuise plus à ton activité physique ou qu'elle t'aide à te dépasser, ça, c'est faisable. Voilà. Donc, il faut croire en ça. C'est un bon message positif. C'est vrai parce qu'on a tendance parfois à lâcher les bras sur des blessures longues et du coup, parfois le psychologique et les émotions viennent enrayer un petit peu ce cercle-là, mais toujours garder espoir, c'est un beau message pour Toujours finir l'épisode. positif. Garder l'espoir et être positif, ça fait partie de ton processus de guérison. Donc, en fait, ça, c'est. Et puis, il y a des solutions. Il y aura toujours des solutions. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Et il y en a, et même si elles sont pas rares, mais il y en a et qui t'aideront toujours à avancer. Et qui pourront varier aussi entre les individus. Tu vas toujours avoir des gens en fait qui vont t'aller à toi, mais qui iront pas à ton collègue ou tu vois ou à quelqu'un d'autre. Donc en fait, chacun va avoir des gens qui vont savoir te parler et qui vont savoir t'aider à avancer, quoi. Il faut juste les trouver. Super. Euh, pour finir, si on veut te retrouver ou te questionner davantage, est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux ou site internet? On peut me retrouver sur les réseaux, ouais, tout à fait. Donc soit sur mon LinkedIn ou sur Facebook ou sur Insta, avec la page de mon cabinet, c'est Performance Posture Lyon. Voilà. Donc en fait, oui, moi, je suis tout oui aux questions et il n'y a aucun problème. Ouais, super, super, top. Je mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode. Bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, pour les questions. C'était hyper riche, hyper intéressant. Je pense que ça a ouvert, sans faire de jeu de mots, ouvert les yeux à pas mal de monde aujourd'hui. Et c'était top. Merci beaucoup.
Eh ben avec plaisir, Max. C'est toujours un plaisir de communiquer avec toi.